Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape de la matinée de cette deuxième étape, c'est comme ça qu'il faut l'appeler officiellement, cette première mini-étape de la journée. Du côté du Tour de France Femmes, on va revenir un petit peu sur l'étape, on va revenir sur les coureuses au top, sur les bonnets d'âne, les différents classements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et dès que vous cliquez sur une notification, sur une miniature de vidéo, eh bien plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Donc je remercie les gens également qui font cet effort. Bon, on commence par cette étape. Il n'y aura encore pas de résumé puisqu'en fait il n'y a eu qu'une seule attaque d'une concurrente de la Lotto, sinon il s'est absolument rien passé d'autre et des chutes, un peu comme hier. Alors c'est surprenant les coins par lesquels on passe du côté de Rotterdam. Soit on est sur des autoroutes, soit on est sur des routes qui sont très étroites. Il n'y a pas l'entre-deux. Alors étroite, bon, ça reste pas les routes de l'Amstel. Demain, ça sera, je pense, du côté de Valkenburg. Le début de journée sera encore pire. Mais ce qui fait qu'on a des gros moments de rétrécissement. Et à chaque fois qu'il y a un rétrécissement, grosso modo, il y a risque. Et on a vu qu'à chaque fois, ça a provoqué des chutes. Et puis le final était assez technique, là, beaucoup de changements de direction. Le réalisateur qui était un peu plus en PLS qu'hier, pour tout vous dire, parce qu'il ne savait pas trop s'il devait regarder les filles qui avaient chuté ou s'il devait plutôt regarder la tête de la course, donc il était un petit peu perturbé. Le réalisateur qui n'a pas utilisé le double écran, ce qui aurait été bien dans ce genre de situation. Bon, on va parler mauvaise nouvelle du côté du cyclisme féminin, avec peut-être la disparition d'une équipe, on ne l'espère pas. C'est l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93, la version féminine, qui est dans une mauvaise situation. Alors, je rappelle que cette équipe est à la fois en continental chez les garçons et chez les filles, mais que Saint-Michel Mavic Aubert 93 va certainement perdre un de ses co-sponsors. Il semblerait que ça soit Mavic, de ce qu'on a compris, qui partent, le fournisseur de cycles, de roues françaises, Mavic, qui aurait décidé de se retirer, et ce qui met en danger la structure féminine, parce que alors il y a deux solutions dans ce genre de cas. Soit vous faites comme Human Powered Earth, vous vous concentrez sur les filles, soit vous vous concentrez sur le cyclisme masculin. Ce qui montre quand même que si Saint-Michel Mavic Aubert 93 décide de se concentrer sur le cyclisme masculin, c'est qu'aujourd'hui le cyclisme féminin n'est pas assez pérenne. C'est ça que ça veut dire au niveau économique. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de prendre ce risque-là. Il ne veut pas prendre ce risque-là. C'est-à-dire qu'il préfère être en continental chez les garçons, ce qui lui propose quand même une visibilité qui n'est pas excellente par rapport à une équipe World Tour, mais qui reste quand même meilleure qu'avec l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Tout simplement, premièrement, les grands tours qui font 8 jours. Alors, j'ai pas vu les audiences hier du Tour de France Femmes, mais je pense que c'était pas Jojo, parce que sinon ça aurait été indiqué. Je sais pas si je vais les voir tout de suite, les audiences femmes. Hop. Faut que je redescende un petit peu. Audience d'après-midi, mais je pense que c'était pas exceptionnel, parce que sinon ça aurait été mis en avant. Face au Tour de France Femmes, ouais, 1,5 million, ce qui n'est pas exceptionnel. 1,5 million, c'est la moitié. De toute façon, moi je vois avec les audiences sur YouTube, le Tour de France Femmes, c'est moins bien, mais tout simplement parce que 8 étapes, ça fait pas rêver, surtout quand on a un départ depuis les Pays-Bas. Là, il y a quand même 60% de la course qui se passe à l'étranger. Donc c'est vrai que là, ça pose problème. Et c'est là où, quand ASO dit tout va bien, quasiment, j'ai entendu hier Christian Prudhomme ou Marion Rousse qui disent tout va bien, je vais bien. Non, parce qu'on a Life Plus Wout qui s'arrête, vous avez Tasken qui vient alors qu'ils n'ont absolument pas le niveau, et vous avez Saint-Michel Aubert 93 qui va peut-être s'arrêter. Donc non, ça ne va pas bien du côté du cyclisme féminin. C'est sûr qu'on compare toujours à ce qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans. Oui, mais quand tu te compares à la médiocrité, tu es toujours bon. Il y a 10 ou 15 ans, c'était médiocre.
le cyclisme féminin. Aujourd'hui, on a des vraies structures. Il y a 15 ans, 90% des filles n'étaient pas payées. Donc, de toute manière, ce n'était pas du cyclisme professionnel. Mais là, aujourd'hui, quand tu vois le niveau que sont capables de fournir ces filles, je trouve que les courses ne sont pas à la hauteur. Quand on a un Paris-Roubaix qui dure à peine 140 km, quand on a un Tour de France Femmes qui se déroule sur seulement 8 jours, c'est pas normal. On sait que c'est des courses qui doivent maintenant passer un cap. Passer sur 14 jours. Je suis désolé, mais un grand tour, ça doit être 2 semaines maintenant. Il faut trouver la solution pour que ça tienne 2 semaines. Là, c'est pas des grands tours. Je le disais dans les commentaires, mais même si on avait considéré que cette course-là, du Tour de France Femmes, que ce parcours-là, c'était la version féminine de Paris-Nice, on aurait tous gueulé en disant, même pour un Paris-Nice, c'est un parcours dégueulasse. Le parcours est dégueulasse. Ce qui fait que ça n'attire pas les équipes, et donc ça n'attire pas, ça n'attire pas les spectateurs, donc ça n'attire pas forcément les équipes, donc ça n'attire pas les sponsors. Un sponsor aujourd'hui comme Mavic, bon, il regarde. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Sponsoriser une équipe comme Total Energy ou aller sur le cyclisme féminin. Plus intéressant d'aller sponsoriser, même si c'est le 10e sponsor maillot de Total Energy, Total Energy. C'est ça que ça veut dire. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est inquiétant dans le cyclisme féminin, c'est qu'on a passé un cap il y a, je dirais, 6-7 ans, et que ce cap-là, depuis, on stagne, on plafonne. Et il va falloir repasser un cap si on veut que les audiences progressent, si on veut qu'il y ait de l'amélioration. Et c'est pas en faisant des parcours comme le parcours du Tour de France Femmes, mais je dirais comme le parcours de la Vuelta, qui n'est pas beaucoup plus montagneux non plus, qu'on va y arriver. Donc il va falloir vraiment progresser de ce côté-là, et puis c'est pas avec une étape à 9h50 du matin que ça va attirer également les sponsors. Hein. Les horaires aussi des étapes. Là, toutes les étapes arrivent à 15h quasiment sur cette semaine. C'est terrible en termes d'audience. Enfin, c'est pas là où tu sais que tu vas faire ton pic d'audience. 1,5 million, c'est pas suffisant. Donc, ouais. Alors, sur le projet Saint-Michel Mavic Aubert 93, en plus, ça tombe vraiment pas la bonne année parce qu'elles ont beaucoup de jeunes. Mais forcément, c'est pas toujours facile pour performer. Elles ont perdu Simone Boilard, qui était leur tête d'affiche. Alors, certes, il y a pour moi une fille de talent dans cette formation Saint-Michel Mavic Aubert 93, c'est Marion Bunel, mais ça reste quand même pas sûr que ça marche sur un grand tour, et c'est là où ça va être important de trouver des solutions. Alors, on sait que Pierre Rolland a une structure pour aider les équipes à arriver dans le monde du sport, les sponsors à aller dans le monde du sport et faire la relation entre équipe et sponsoring. Et donc Pierre Rolland a décidé de s'occuper bénévolement presque de ce dossier Saint-Michel Mavic Aubert 93. Donc on va voir maintenant ce qui va se passer. Il faut trouver un co-sponsor qui je pense amène 2-3 millions d'euros sur la table. Si vous avez cette capacité-là, n'hésitez pas à aller toquer à la porte de Saint-Michel Mavic Aubert 93. Si vous avez gagné au loto, pourquoi pas essayer d'aller vers Saint-Michel Mavic Aubert 93. Mais hier, le discours de Christian Prudhomme et de Marion Rousse pour nous dire tout va bien du côté du cyclisme féminin, non. Il y a encore énormément de travail, et notamment du côté des organisateurs. Bon, note de l'étape, j'ai mis 5 sur 20. Il s'est passé encore moins de choses qu'hier. L'avantage, c'est que c'était court. Mais cette étape m'a pas passionné. Et je trouve que le parcours final était hyper tortueux pour une arrivée. C'était, à part la dernière ligne droite qui faisait 1,3 km, mais pour arriver dans cette dernière ligne droite, il y avait beaucoup de changements de direction. Je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus simple. Surtout que, alors on va me dire, oui, mais c'est pour voir un petit peu le patrimoine. Alors déjà, on a vu des canaux toute la journée. Et ensuite, très clairement, Rotterdam, c'est pas la ville la plus jolie au monde. Alors si vous aimez les gratte-ciel modernes, oui, mais bon, à part les gratte-ciel modernes, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. De toute manière, sur 2 jours aux Pays-Bas, pour le moment, on n'a vu que des trucs moches. À part les ponts. C'est vrai que tous les ponts, parce qu'ils se soulèvent, ils sont tous un petit peu particuliers, mais à part les ponts, là aujourd'hui c'était la France, c'était les Pays-Bas moches, hein, parce que là sur la matinée, putain, j'avais l'impression de passer que dans des centres commerciaux, que dans des zones industrielles, c'était terrible. Ça ne met pas en avant véritablement le patrimoine néerlandais. Je pense que sur l'étape de Maastricht, on verra un petit peu plus de choses, notamment Valkenburg, qui est une ville qui est assez jolie. Vous avez notamment un château qui est au sommet à côté du Coburg.
C'est plutôt pas mal. Donc on verra ça sur ce type de journée. Allez, on regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou. Première coureuse au top pour moi, c'est Charlotte Kool. Impressionnante de confiance et impressionnante de calme dans le final. À 8 km 500 de l'arrivée, elle est 60-70e dans le peloton. Et encore une fois, je vous ai dit, entre 5 km de l'arrivée et à peu près 1 km 3, c'était un virage, allez, j'irais tous les 200-300 mètres. Il y avait beaucoup de virages. Et au moment où on la voit 70e, la route est assez étroite. C'était une route où il y avait 4-5 coureuses de front qui pouvaient passer, mais pas plus. C'est-à-dire que pour remonter, c'est quasiment impossible. Et pourtant, on est à ce moment-là à 8 km et demi, à 6 km de l'arrivée, elle est déjà devant. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, elle sait manœuvrer. Et je me suis rappelé aussi en même temps, mais en même temps, elle était poisson pilote de Lorena Wiebes il y a 2 ans. Donc quand tu es poisson pilote, tu sais un peu manœuvrer dans le final des étapes. Mais je me suis dit vraiment, ah ouais, elle sait vraiment bien manœuvrer, Charlotte Kool, parce que là, il a fallu passer par des trous de souris. Alors on n'a pas vu l'image hélicoptère, elle a peut-être joué vraiment des coudes et c'était parfois peut-être à la limite. Elle était bien entourée aussi à ce moment-là, notamment Rachele Barbieri, mais il n'y avait pas que Rachele Barbieri pour l'aider. Du côté de la DSM, il y avait également Gorgui, Cor également, qui était très présente, surtout Cor et Barbieri autour de Charlotte Kool. Et puis après, il y a le sprint au final. Et là, je trouve, là où elle est intelligente, c'est qu'elle laisse un peu faire la SD Works. C'est-à-dire qu'elle voit qu'il y a Barbieri, mais qu'il n'y a pas forcément 150 concurrentes à côté d'elle. Alors Gorgui fait un effort, mais qui tombe un petit peu à l'eau, l'effort que produit Gorgui. Et en fait, Barbieri va la passer parfaitement. Elle fait vraiment super bien le job. Et ensuite, elle se décale légèrement du train de la SD Works. Alors oui, Wiebes arrive à emmener très très fort, mais elle est dans la roue. Et puis dès qu'elle trouve l'ouverture, elle dépose. Déjà, elle arrive à passer à côté de Vos, parce qu'à ce moment-là, elle était dans la roue de Vos, qui était dans la roue de Wiebes. Et là, elle va réussir à trouver un espace pour dépasser Marianne Vos. Et ensuite, elle va réussir à passer entre Vos et Wiebes pour passer vers la gauche. Donc là, il y a un gros changement de direction, mais pour moi, elle ne gêne pas ses adversaires, pour aller chercher la victoire du côté pour battre Lorena Wiebes. Et elle la bat quand même dans les 25 derniers mètres, où normalement Wiebes est quand même très fort dans ces situations-là. Donc ça va faire mal à la tête de sa compatriote néerlandaise. Mais c'est vrai que Charlotte Kool, je pense qu'elle a pris beaucoup de confiance hier. Le fait d'avoir le maillot jaune, le fait de gagner surtout, ça lui a fait beaucoup de bien. Et puis l'avantage, c'est qu'en fait, il y avait peu de temps pour réfléchir, pour se mettre la rate courbouillon. C'est expression de Dieu, mais pour se mettre en difficulté parce que tu réfléchis parfois un petit peu trop aux enjeux. Et là, il y a eu une demi-journée à peine entre les 2 étapes. Donc hier en arrivée, il était 16h, le temps de faire tout le protocole, je sais pas, elle a mangé, je pense, à 20h. Le temps de repartir le lendemain, où ils sont peut-être réveillés à 7h, oui, t'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Donc ça va, Charlotte Kool, je pense, ça l'a aidé. Elle n'a pas subi trop les enjeux du maillot jaune, parce que je pense qu'elle n'a pas eu le temps, tout simplement, de subir les enjeux du maillot jaune. Donc belle victoire de Charlotte Kool, avec cette intelligence de slalomer, mais sans gêner ses adversaires, un petit peu comme l'avait fait Mark Cavendish quand il remporte son étape, où il slalome entre les concurrents, mais sans les gêner. Là, c'est ce qu'a fait Charlotte Kool, donc très très bien réalisé pour moi. Mais avec quand même un changement de ligne, il faut le préciser. Mais bon, les changements de ligne, des fois, tu es obligé de les faire. Si ça ne gêne pas les adversaires. Bon, voilà. Et puis même si ça gêne les adversaires, si les adversaires font un peu exprès de se mettre dans des situations où ils peuvent être gênés, pour moi, on peut quand même éviter le déclassement. Confère Van Aert avec Arnaud Démare. Wiebes, elle fait quand même 2e aujourd'hui, Lorena Wiebes. Elle voulait se rattraper, je pense, ce matin. Je l'avais dit lors de ma présentation, qui était il y a pas si longtemps que ça. J'avais dit, je pense qu'elle va vouloir se rattraper. Elle va vouloir faire les choses bien. Hier, le train n'était pas totalement en place. Il était bien, le train, surtout si on compare à la DSM, mais ça pouvait être ajusté. Là, aujourd'hui, le train, il était parfait. C'est-à-dire que le train de la DSM,
Le train de la SD Works, c'est difficile de faire autrement, de faire mieux. Le train est en place, voilà, toutes les concurrentes passent. Bianca Vas fait un énorme travail dans 2 virages pour que ça passe rapidement et que ça étire énormément le peloton. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, parce que Bianca Vas a quand même fait du cyclocross. Donc c'est vrai que ça a été, elle a pris vraiment les 2 virages à bloc pour étirer un maximum le peloton pour que les SD Works ne soient pas enfermés. Le problème, c'est que c'est vrai qu'à 600 mètres, elles se font légèrement enfermer parce que il y a 2 concurrentes qui sont l'une derrière l'autre et il y a un moment quand tu sens que la fille de devant, elle ralentit ou elle commence à souffrir, il faut prendre le relais. Il faut prendre le relais. Et là, la concurrente de la SD Works prend pas le relais à ce moment-là. Ce qui fait qu'elles se sont fait enfermer un petit peu. Bon, elles arrivent à retrouver la sortie, le bout du tunnel. Là, derrière, elles emmènent le sprint en première position. Sauf que Lorena Wiebes, elle n'est pas suffisamment forte pour battre Charlotte Kool. Mais sur ce qu'a fait la SD Works, c'était parfaitement réalisé, je trouve. Enfin, parfaitement non, mais très très bien réalisé. Encore une fois, il y a ce petit ajustement sur la fille qui a attendu un petit peu trop le temps avant de prendre le relais. Sinon, c'était bien réalisé. Le problème, c'est que pour le moment, Wiebes face à Charlotte Kool, Charlotte Kool, je ne sais pas comment on doit le dire, est devant, tout simplement, la néerlandaise. Donc, il n'y a pas trop de... Pour l'instant, elle n'a pas de solution. Elle se fait vraiment remonter sur les 30 derniers mètres. Alors que j'ai pas l'impression vraiment qu'elle est lancée trop tôt, Wiebes. Donc, ça a vraiment fait la différence. Et puis, je termine avec Marianne Vos. Alors, dommage déjà qu'entre la Visma et la SD Works, on ait eu la même idée de mettre les couleurs orange. Parce que c'est vrai que les 2 maillots se ressemblent. Et puis, c'est pas comme s'il y avait déjà Saint-Michel qui était aussi avec un maillot orange. Donc là, déjà, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Et du côté de Marianne Vos, elle fait son sprint. Voilà, elle sait que sur les sprints sur le plat, maintenant, Wiebes, Kool, c'est plus rapide. Consoni aussi, c'est plus rapide qu'elle. Elle sait que sur ce type de sprint-là, elle ne peut pas rivaliser. Par contre, Marianne Vos, elle arrive toujours à être régulière, à faire des places. Elle sait aussi que si elle veut aller chercher le maillot vert, il faudra prendre des échappées. Il faudra aller chercher des points sur les sprints intermédiaires, là où Lorena Wiebes et Charlotte Kool, elles seront lâchées, parce que Kool passe très mal des bosses. Wiebes a un peu progressé, mais je pense qu'elle n'est pas au niveau de Marianne Vos. Donc c'est là où elle peut vraiment aller chercher son maillot vert. Et puis quand tu regardes en fait ce classement de son maillot vert, pour le moment elle est 2e, Marianne Vos. Alors oui, Charlotte Kool est devant, mais elle est à 39 points. Il peut se passer beaucoup de choses encore sur les étapes à partir de mercredi. Donc non, Vos fait un bon début de course. Après, encore une fois, tu vois qu'elle a 37 ans, tu vois que c'est plus compliqué. Mais peut-être qu'à Morteau, vendredi, ça peut lui convenir. Peut-être que la jour d'avant également, elle peut s'en sortir, Marianne Vos. Là où elle est le plus forte aujourd'hui, c'est sur les sprints en bosse, ou sur les sprints après des journées difficiles. Là, c'est sûr que les 2 premières journées, pour les sprinteuses, c'était du tout plat. Là, aujourd'hui, c'était 77 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, c'était tout plat. À partir de mercredi, ça change un petit peu la donne. Et puis surtout, je pense, jeudi, même si l'étape est plate, l'étape va être assez longue quand même jeudi. Donc ça peut convenir à une Marianne Vos. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Amber Pate. Pas une journée facile pour elle. Elle tombe à plusieurs reprises. Elle tombe assez lourdement au niveau du pont. Moi, j'étais pas sûr qu'elle reparte, Amber Pate, parce que quand je l'ai vue au sol, je me suis dit ça c'est pas bon ça, Amber Pate. Je me suis dit à ce moment-là, c'est pas l'idée du siècle de se retrouver dans cette situation. Je me suis dit là c'est vraiment pas l'idéal du côté d'Amber Pate. Et puis elle a réussi quand même à se relancer, à repartir, mais elle est tombée quand même très souvent. Alors après, Amber Pate, c'est certes une fille qui a 29 ans, qui est née le 21 avril 95, mais le problème d'Amber Pate, c'est que c'est une fille qui n'a commencé le cyclisme en professionnel qu'en 2023, et moi j'ai pas de résultat avant 2020 du côté d'Amber Pate. Cyclisme sur route, je précise. Donc c'est une fille qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience
dans un peloton professionnel. Et c'est le gros souci aujourd'hui du cyclisme féminin, c'est que vous avez des filles qui ont peu d'expérience, contrairement aux garçons, où souvent les mecs ont quand même fait école de cyclisme, ça fait depuis qu'ils ont 10 ans qu'ils pratiquent le cyclisme. Chez les filles, on a parfois des filles qui viennent du duathlon, qui viennent du triathlon, ou qui parfois ont commencé très tardivement, qui se sont aperçues de leur qualité sur le tard. Sauf que le problème, c'est que rouler dans un peloton, ça ne s'apprend pas en 2 jours. C'est de l'expérience qui te permet de rouler correctement dans un peloton. Et c'est vrai que quand tu n'as que 2 ans d'expérience en World Tour, que l'année dernière, elle a fait combien de jours de course, Amber Pett? Elle était à 48 jours de course. Cette année, elle en fait, depuis le début d'année, elle est à 42. Voilà. Ce qui fait que déjà l'année dernière, elle avait peut-être pas tant couru que ça. C'est pas évident de trouver ses repères. C'est même très compliqué de trouver ses repères dans un peloton. Et là, je pense que c'est ce qui lui manque. Parce que là, elle est vraiment tombée 2 fois et c'est forcément de l'énergie. Alors pour le contre-la-montre, ça va peut-être aller, parce qu'elle ressentira peut-être pas la douleur. Par contre, demain et après-demain, ça risque d'être compliqué pour l'Australienne et c'est dommage. Voilà, pour l'équipe Liv Alula, mais elle est tombée, elle est vraiment passée à côté. Autre fille bonne et d'âne, Gaia Realini. Elle est déjà à plus d'1 minute, Gaia Realini. Entre les 20 secondes perdues hier, bêtement, du côté de sa pénalité, enfin bêtement, oui quand même, au niveau de sa pénalité, plus aujourd'hui qu'elle repère 1 minute dans la vue, Gaia Realini elle est à 1:30. Alors double problème pour elle, c'est qu'en plus ce contre-la-montre va pas trop lui convenir. Du côté de Gaia Realini, quand vous êtes un petit gabarit comme ça, vous manquez un petit peu de puissance. Donc c'est un très mauvais début de Tour de France pour l'Italienne, mais j'ai envie de dire, ça me rappelle un peu le Tour de France l'année dernière de Persico, qui n'avait jamais été dans le coup. Persico, alors qu'elle avait fait un premier Tour de France qui avait été intéressant. Là, c'est vrai que Gaia Realini, on sait que sur les grands tours, c'est vraiment là où elle est la meilleure, parce que c'est une grimpeuse exceptionnelle. Le problème, c'est que derrière, il faut réussir à pas perdre de temps sur le plat. Et moi, toutes les courses que j'ai vues, jusqu'à maintenant, elle perd toujours du temps sur le plat. Je me souviens notamment de cette Vuelta où elle fait 3e, elle est déchaînée en montagne. Par contre, sur le plat, elle peut se prendre une bordure où elle perd 5 minutes. À chaque fois qu'il y a du vent, à chaque fois qu'il y a des conditions difficiles, c'est compliqué pour Gaia Realini. Mais je ne comprends pas pourquoi la Lidl Trek, dans ce genre de cas, n'emmène pas le peloton. C'est-à-dire, si tu veux éviter que Gaia Realini se fasse piéger, tu fais un train à la Ineos. Et c'est là où je ne comprends pas pourquoi Lidl Trek ne met pas des filles pour l'aider à se placer dans les premières positions, pour la protéger. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, elle est seule. Il y a peut-être Elisabeth Deignan, mais c'est pas suffisant. Puis Elisabeth Deignan n'est pas toute jeune non plus. Et elle se retrouve assez seule, quand même, Gaia Realini. Et c'est dommage, parce que la Lidl Trek n'a pas d'autres cartes. Vous n'avez pas Longo Borghini qui est tombé avant le Tour de France. Donc c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir une fille qui évite de perdre du temps. Mauvaise nouvelle aussi, c'est nos Françaises qui perdent 27 secondes aujourd'hui, que ça soit Labousse ou Evita Music, qui se retrouve à 47 secondes de la tête de course. Alors, moi je pensais, Mavi Garcia aussi qui a perdu du temps en passant avec les filles, et Faulkner, mais qui traîne à l'arrière du peloton depuis le début de la course. Liane Lippert aussi, qui se retrouve dans cette situation-là. En fait, je pense qu'il n'y a quasiment que Vollering qui n'a pas perdu de temps avec Réjeanne Marcus. Et Kerbaol aussi, qui fait un bon début de course. Mais je suis assez surpris que ces filles-là n'ont pas été reclassées dans le temps de la vainqueur. Parce que hier, donc, la zone neutralisée était de 5 km. Donc je m'attendais à ce qu'aujourd'hui, la zone neutralisée soit de 5 km. Ce qui donc ne devait pas être le cas. La zone neutralisée devait être neutralisée où les temps étaient arrêtés, devait être dans les 3 derniers kilomètres. Et c'est là où la chute s'est passée à 3 km 100 ou 3 km 2. Vraiment à que dalle, on voyait la banderole. Et là, ça leur coûte très cher. Mais j'ai l'impression aussi que les filles pensaient qu'elles seraient reclassées dans le temps, parce que ça roulait pas non plus à fond derrière quand elles sont reparties. Donc je suis assez surpris que du côté de l'UCI, pour l'instant, on ne les ait pas classés dans le temps des leaders. Alors peut-être que, encore une fois, on est
On est encore un petit peu tôt, mais bon, là dans 1 heure repart l'autre course, repart le contre-la-montre, donc moins d'1 heure même pour vous, mais 1 heure là au moment où j'enregistre, donc c'est pas l'idéal. Donc vous avez Grace Brown également qui a perdu un petit peu plus de temps. Grace Brown, elle est dans le groupe qui a perdu. Je retrouve Grace Brown. Elle était dans le groupe à 50 secondes, hein, je crois, Grace Brown. Oui, voilà. Et puis Sarah Gigante, mais elle n'est pas à l'aise dans un peloton, hein, Sarah Gigante, l'Australienne. Elle est toujours un petit peu en difficulté. Pourtant, c'est une fille qui est professionnelle depuis 2020. Mais on sent que là, elle était vraiment pas... Elle aime pas frotter, elle n'est pas à l'avant de la course. Donc c'est vrai que ça lui fait perdre forcément du temps. Parce que c'est un peu comme Faulkner, hein, quand vous êtes à l'arrière, forcément vous prenez des risques. Et vous pouvez vous retrouver en difficulté. Et puis je termine avec Chloé Dygert. De sprint et pas de Chloé Dygert. Alors est-ce qu'elle se concentre exclusivement sur le sprint? Mais Dygert, c'est un peu comme Ghana. De toute façon, c'est un peu les mêmes profils, mais elle est en capacité de sprinter Chloé Dygert et d'emmener également le sprint. Pour le moment, je la trouve extrêmement discrète, surtout que dans son équipe, voilà, le Canyon, là aujourd'hui, la première Canyon, elle est classée combien? La première Canyon, c'est Neviadoma. Donc, autant vous dire qu'il y avait la possibilité de faire un sprint. Parce que je me disais peut-être que j'avais raté une concurrente qui fait les sprints à la place de Chloé Dygert. Mais je suis assez surpris. Bon, là aujourd'hui, elle finit à 27 secondes. Elle est coincée par la chute. Mais ça veut dire que ça, elle était coincée par la chute. Elle était au-delà de la 30e, 40e position. Donc déjà à 3 km de l'arrivée, ça veut dire que tu ne peux pas jouer le sprint à part miracle. Et je suis assez surpris parce que voilà, je l'avais vu notamment une année sur la Volta quand elle était revenue. Elle avait été très forte sur les sprints. Et je sais qu'elle est en capacité de faire ça avec Chloé Dygert. Là, c'est pas le cas. Alors peut-être qu'elle manque aussi un petit peu de jours de course parce qu'elle s'était énormément préparée pour les Jeux Olympiques sur piste. Et peut-être que là sur la route, il y a eu un manque un petit peu à Chloé Dygert, elle qui a fini à 3e des Jeux Olympiques sur le chrono, mais qui n'avait pas couru du 31 mars au 27 juillet sur la route, ce qui semble assez dingue. Voilà. Mais c'est une fille qui court assez peu, hein. L'année dernière, 23 jours seulement de course. Vu qu'elle fait souvent de la piste. Voilà, c'est une fille qui a très peu de jours de course à chaque fois dans les pattes. Mais ouais, assez surpris du côté de Chloé Dygert qu'elle soit pas dans le coup sur les 2 premières journées. On verra cet après-midi du côté du contre-la-montre. Je l'ai mise parmi mes favorites. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Les résultats de cette deuxième étape, victoire donc de Charlotte Kool devant Wiebes, Marianne Vos 3e, Balsamo 5e, par exemple, Barbieri 6, qui a pourtant lancé Charlotte Kool, Alzini, la compagne de Benjamin Thomas qui fait 9e du côté de la Cofidis, donc ça c'est plutôt un bon résultat, et puis Puck Peters 10e, ça a été un sprint assez surprenant parce que vous voyez par exemple Schweinberger dans le top 10, Carbaol dans le top 15. Ils ne sont pas véritablement des sprinteuses, donc voilà, ça a été assez particulier avec les chutes. Et donc vous voyez qu'il y a des filles à 27 secondes, notamment nos Françaises. Vous avez un groupe aussi à 50 secondes, et puis après une 52. 6,43 pour Amber Pate, qui était large au niveau des délais. Au niveau du général, pour l'instant, Charlotte Kool est en tête avec 14 secondes d'avance sur Atto Salo et Lorena Wiebes, 16 sur Marianne Vos et Balsamo, 20 ensuite sur les autres concurrentes. Mais on voit déjà Juliette Labousse à 47 secondes, par exemple, comme Evita Music ou Cécile Trupp Ludwig. Et puis si on descend à 1,10, on retrouve Grace Brown par exemple qui a perdu du temps, on retrouve Sarah Gigante aussi qui a perdu du temps, puis si on descend encore un petit peu, Gaia Ralini est à 1 minute 30, en plus elle va partir extrêmement tôt dans ce contre-la-montre, donc vous voyez que voilà, il y a des filles qui ont déjà perdu beaucoup de temps. Cole Lister est toujours lanterne rouge, mais elle a un peu moins d'écart désormais avec ses adversaires vu que Cole Lister était dans le top 10 du sprint. Du côté du maillot vert, c'est Charlotte Kool qui est en tête devant Marianne Vos
39 des points d'écart, donc ça augmente un petit peu. Balsamo Antala et Atosalo sont en dessous des 50 points. Classement de la montagne, il n'y avait pas de points aujourd'hui. Tonetti devant Rosman Gagnon. Le classement des jeunes, Atosalo devant Van Elpel et Puig Peters. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien, il y a des changements vu qu'elles ne sont plus que 7 dans le temps de la leader, la Serra Tizi. La première équipe française, c'est la Cofidis qui est 14e. La FDJ est loin. Par exemple, seulement 20e. Saint-Michel-Bali-Cobert 93, seulement 21e. Bon, bah nous on se retrouve ce soir pour faire le débrief du contre-la-montre. Un débrief toujours un petit peu particulier. Et puis demain, 7h pour la présentation de l'étape Liège-Bastogne-Liège, mixée avec l'Amstel. Allez, ciao ciao sur la Production.